Le souffle coupé, je me suis retrouvé là, sur les marches monumentales du Grand Palais. L'air était vif, glacial même, mais le froid ne venait pas de ce vent d'automne parisien qui s'engouffrait sous ma robe. Il venait de l'absolu silence. Un silence lourd, pesant, comme celui qui précède un orage, mais aussi étrange que l'absence de battement de mon propre cœur. Les flashs des photographes, aveuglant une seconde auparavant, s'étaient éteints. Les murmures de la foule s'étaient tus. Il n'y avait plus que moi. Et cette robe rouge, écarlate, fluide, qui tombait comme une cascade de sang sombre autour de moi, son dos nu me donnant l'impression que ma colonne vertébrale était à vif, exposée. J'avais l'impression d'être une œuvre d'art, posée là, au centre de tous les regards. Un tableau étrange et dérangeant dans un musée rempli de statues silencieuses. Il y avait 8 mois, jour pour jour ou presque, j'étais assise de l'autre côté de cette table à cajou. La table. Une table d'une noblesse ridicule pour un acte aussi mesquin. Le cuir du fauteuil était froid contre mes cuisses nues sous ma robe bleu marine. Une robe que Julien, mon ex-mari, mon ex-mari m'avait offerte il y a si longtemps et qu'il avait toujours trouvé trop semblable. À ce moment-là, elle m'avait semblé être une armure. Et lui, il était là, Julien Dubois, mon mari pendant 15 ans, le sourire arrogant collé au visage, le même sourire qu'il arborait quand il parvenait à doubler un concurrent ou à charmer un investisseur crédule. Ce jour-là, son trophée, c'était moi, brisé, jeté. Il m'observait par-dessus son verre de whisky. 11 heures du matin, un mardi, il ne changeait jamais ses habitudes, pas même pour un divorce. La glace cliquetait doucement, comme le compte à rebours de la fin de ma vie telle que je la connaissais. « Tu es sûr de bien comprendre les termes, Marie ?» Sa voix, si suave d'habitude, était tranchante, teintée d'une cruauté à peine voilée. « Une fois que tu auras signé, l'appartement haussmannien est perdu. La villa sur la Côte d'Azur aussi. L'argent mensuel, tout ça c'est terminé. Tu pars avec l'accord qu'on a conclu, ce qui franchement ne suffira pas pour le train de vie auquel tu es habitué. » Il s'interrompit, savourant sa victoire. « Je m'inquiète juste pour toi, ma petite Marie. Le monde réel, il est froid. » Froid? Il avait la mémoire courte. J'avais grandi dans ce monde bien avant qu'il ne me sauve. Mais l'ironie, c'est que la chaleur étouffante de sa présence, celle qui m'avait englué pendant tant d'années, était bien pire que n'importe quelle bise hivernale. J'ai levé les yeux. Ses siens se sont croisés avec les miens, et j'ai vu, une infime fraction de seconde, une lueur d'incertitude. Il s'attendait à des larmes, des supplications. Mais mes yeux étaient secs. Il les a regardés, ses yeux verts qui refusaient de se briser, puis il a détourné le regard. « Le froid est préférable à l'étouffement de ta chaleur, Julien. » Ai-je dit, ma voix rauque, à peine audible, comme si je ne l'avais pas utilisée depuis des lustres. J'ai pris le stylo, un Mont-Blanc, bien sûr, son préféré. J'ai signé. Marie Lacroix. Le nom Dubois est resté là, sur la table. Je l'ai abandonné comme une serviette souillée. Il avait ricané, vidant son verre d'un trait. Tellement dramatique. Sophie t'attend en bas. Elle voulait monter, t'offrir ses condoléances. J'ai dit que ce ne serait pas approprié. Sophie Duval, 24 ans, ancienne stagiaire chez Dubois Participation. Elle portait désormais les diamants que j'avais aidé Julien à choisir pour notre 10e anniversaire de mariage. « Dis à Sophie, j'ai un mam. Dieu vous suffit. » ai-je lancé en me levant, lissant ma robe qui me semblait soudain trop petite, que le poste de Madame Dubois vient avec beaucoup de devoirs cachés. J'espère qu'elle aura l'endurance nécessaire. J'ai tourné les talons. « Tu fais une erreur, Marie !» avait-il hurlé, son ego piqué au vif par mon manque de dévastation. « Tu as 42 ans, pas de carrière, pas de contacts qui ne soient pas les miens. Tu tiendras une librairie à Belleville d'ici 1 mois. » J'avais marqué une pause devant les portes vitrées dépolies, sans me retourner. Adieu, Julien. La descente dans l'ascenseur de la tour Montparnasse avait semblé interminable.
comme une chute vertigineuse. Mais quand les portes s'étaient ouvertes sur le hall, j'avais halté. Pas de désespoir, non. C'était de l'oxygène. Dehors, il pleuvait d'averses. La ville de Paris semblait vouloir pleurer à ma place. Je suis sorti. La limousine de Julien était là. La vitre s'est descendue et j'ai vu le visage de Sophie, belle, jeune et suffisante. Elle m'a adressé un petit signe de main, plein de pitié. Julien a émergé derrière moi, claquant des doigts pour son chauffeur. Chez Cartier et Jean-Luc, Sophie a besoin d'un petit remontant. Je suis resté sur le trottoir. La pluie a immédiatement imbibé ma robe. Pas de parapluie, pas de voiture. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé pendant 15 ans monter dans sa voiture avec sa maîtresse. La portière lourde s'est refermée avec un bruit sourd et définitif. La limousine est partie en trombe, éclaboussant mes talons de l'eau sale des flaques. Je suis resté là, tremblante. Henri, le portier que je saluais depuis des années, est sorti avec un grand parapluie. Madame Dubois, enfin, madame, a-t-il dit doucement, tenant l'abri au-dessus de moi. Je vous aile un taxi? Je l'ai regardé. Des larmes ont enfin afflué à mes yeux, se mêlant à la pluie. Pas des larmes de perte, des larmes terrifiantes, oui, mais celles d'un nouveau départ. Non, Henri, ai-je murmuré. Je crois que je vais marcher jusqu'au métro. J'ai besoin de réapprendre à faire ça. Et je suis parti dans la tempête grise. Julien pensait m'avoir détruite. Il pensait m'avoir dépouillée de toute valeur. Mais en marchant vers la station, serrant mon sac à main qui contenait un chèque pour un modeste accord et ma liberté, j'avais fait un vœu silencieux. Il pense que j'étais une passagère dans sa vie. Il est sur le point de découvrir que j'étais le moteur. 8 mois plus tard, la clochette au-dessus de la porte de la Page Dorée a tinté doucement. Une petite librairie ancienne, poussiéreuse mais charmante, à Saint-Germain-des-Prés. Elle sentait le vieux papier, la vanille et les acariens. Une odeur que j'avais fini par aimer. « Marie, tu peux t'occuper de la caisse, je dois vérifier la livraison à l'arrière. » Madame Martin, la propriétaire, m'a crié de la réserve. 70 ans, un peu sourde, et la femme la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. « Tout de suite, Madame Martin! » J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Plus de Chanel, juste un pull en maille beige de chez Zara et un jean. Mes cheveux, autrefois brochés quotidiennement dans un salon de l'avenue Montaigne, étaient tirés dans un chignon flou et désordonné. J'avais l'air plus jeune. Les rides de stress autour de ma bouche, creusées par des années à marcher sur des œufs avec Julien, s'étaient estompées. Je me suis dirigé vers le comptoir pour servir le client. « Bonjour, bienvenue à la Page Dorée. Comment puis-je? » J'ai figé. De l'autre côté du comptoir ne se tenait pas un client habituel à la recherche d'une première édition de Molière. C'était un fantôme de ma vie passée. « Marie! » La voix était choquée. C'était Éléonore Leblanc, la femme du PDG de la Banque nationale. Nous avions siégé ensemble au conseil d'administration du Gala des Jardins botaniques pendant 5 ans. Éléonore dégoulinait de Fendi, tenant un numéro rare d'une revue d'architecture. J'ai senti une bouffée de chaleur monter le long de mon cou. C'était le moment que je redoutais. La découverte. « Bonjour, Éléonore », ai-je dit, gardant ma voix aussi stable que possible, le menton levé. Les yeux d'Éléonore ont balayé ma tenue, puis se sont posés sur la petite boutique un peu encombrée. Son expression est passée du choc à l'horreur, puis s'est installée dans une pitié condescendante. « Oh mon Dieu, Julien a dit que tu prenais du temps pour toi, » a-t-elle murmuré, se penchant comme si la pauvreté était contagieuse. « Mais je ne savais pas que tu travaillais dans la vente. »« J'apprécie, » ai-je répondu froidement. « J'adore les livres. J'aide à gérer l'inventaire. »« Bien sûr, a dit Éléonore, me tapotant la main sur le comptoir. « C'est courageux, tellement courageux. Écoute, chérie, tu vas bien? Tu as besoin d'aide? »« Je vais parfaitement bien, Éléonore. Ce livre coûte 150 €. Voulez-vous un emballage cadeau? » Éléonore a acheté le livre par pure gêne et s'est pratiquement enfuie de la boutique. Je savais ce qui allait se passer.
Au dîner, tous les téléphones du 6e arrondissement bourdonneraient. « Tu as-tu entendu? Marie Dubois est vendeuse. » La pauvre. Julien l'a vraiment laissée sans rien. J'ai pris une grande inspiration et me suis appuyé contre le comptoir. J'ai fermé les yeux. Qu'il parle. La clochette a de nouveau tinté. Je me suis redressé, arborant un sourire forcé. Bienvenue à la page dorée. Un homme est entré, grand, vêtu d'un pardessus gris anthracite un peu trop bien taillé pour être du prêt-à-porter, mais usé, le col légèrement effiloché. Des cheveux foncés, parsemés d'argent aux tempes, et des yeux de couleur ardoise, gris et impénétrables. Il portait en lui une immobilité tranquille et lourde. Il ne ressemblait pas aux hommes frénétiques, obsédés par le statut, que je connaissais autrefois. Il ressemblait à un homme qui travaillait de ses mains. Peut-être un entrepreneur haut de gamme ou un mécanicien spécialisé. « Je cherche un livre précis », a-t-il dit. Sa voix était profonde, légèrement rocailleuse. Un manuel de réparation des années 1920 pour un type de moteur distinct. La Rolls-Royce Phantom One, c'est un coup de poker. Mon esprit a fait tilt. Je savais exactement où il se trouvait. Je l'avais catalogué la semaine dernière, me demandant qui sur Terre voudrait d'un guide de mécanique centenaire et graisseux. 3e étagère à gauche, rangée du bas, ai-je dit immédiatement. Dos bleu, l'esprit de l'entretien. Il est en étonnamment bon état. L'homme m'a regardé, surpris, un sourcil levé. Vous connaissez bien votre inventaire. Je connais tous les livres de cette boutique, ai-je répondu. Il est allé à l'étagère, a récupéré le livre et l'a feuilleté. Un petit sourire sincère a touché ses lèvres. Ça a complètement changé son visage, le rendant plus jeune, moins gardé. Il l'a apporté au comptoir. « Vous n'imaginez pas depuis combien de temps je cherche ça, a-t-il dit. Je restaure une vieille beauté. Elle laisse rester dans un garage près de Lyon pendant 40 ans. Ça, c'est la pièce manquante. Cela ressemble à un travail d'amour, ai-je dit en enregistrant son achat. 45 €. Il m'a tendu un billet de 50. Ses mains étaient rudes, calleuses, mais ses ongles étaient propres. Gardez la monnaie. Nous n'acceptons pas les pourboires, monsieur, ai-je dit, lui tendant un billet de 5 €. Mais merci. Il a marqué une pause, me regardant vraiment pour la première fois. Il semblait étudier mon visage, non pas avec le regard prédateur des hommes du club privé, mais avec une curiosité qui a fait battre mon cœur un peu plus vite. « Je suis Victor », a-t-il dit. « Marie. » « Eh bien, Marie, merci. Vous venez de sauver une machine très coûteuse de la casse. » Il s'est tourné pour partir, mais s'est arrêté à la porte. Vous savez, pour une employée de librairie, vous avez la posture d'une duchesse. J'ai ri. Un son court et sec. Ancienne duchesse, actuelle employée. Victor n'a pas posé de questions. Il a juste hoché la tête, incliné la sienne et est sorti dans l'air frais d'automne. Je l'ai regardé partir. C'était la première interaction agréable que j'avais eue avec un homme depuis 8 mois. 2 semaines plus tard, l'invitation est arrivée. Elle n'a pas été envoyée à mon appartement de Belleville. Elle a été remise en main propre à la librairie, adressée à Mademoiselle Marie Lacroix. C'était une lourde enveloppe crème avec un gaufrage doré. Gala annuel de bienfaisance de la Fondation Lacroix Dubois demande votre aimable présence. J'ai fixé l'enveloppe. La fondation, je l'avais démarrée. Je l'avais bâtie de toutes pièces, organisant des ventes aux enchères, vérifiant les associations caritatives, levant des millions pour l'alphabétisation des enfants. Lors de notre divorce, les avocats de Julien avaient prétendu que la fondation était un actif de Dubois Participation. J'avais été contrainte de démissionner du conseil. Pourquoi m'invitait-il? Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je pensais que tu voudrais voir ce que nous avons fait de l'endroit, à moins que tu ne sois trop occupé à ranger des livres de poche. Julien, c'était une provocation. Il voulait que je vienne pour parader Sophie comme la nouvelle présidente de la Fondation. Il voulait montrer au monde que j'avais été entièrement remplacé.
que j'allais arriver dans une robe bon marché, l'air fatigué et vaincu pour lui baiser l'anneau. « Mauvaise nouvelle ?» a demandé Madame Martin, voyant mon visage pâle. « Une assignation », ai-je marmonné. Je me suis avancé pour jeter l'invitation à la poubelle. « Ne fais pas ça », a dit Madame Martin d'un ton sec. J'ai figé. « Marie, c'est toi qui as bâti cette fondation, n'est-ce pas? Je me souviens d'avoir lu ça il y a des années. C'est toi, cette Marie. » J'étais. « Si tu n'y vas pas, » a dit Madame Martin, polissant une lampe en laiton, « tu lui dis qu'il avait raison. Tu lui dis que tu n'existes plus. » Je ne peux pas y aller, Madame Martin. Je n'ai pas de robe. Je n'ai pas de bijoux. Je n'ai pas de moyen d'y aller. Je prends le métro maintenant. On n'arrive pas au gala du Grand Palais en métro. La clochette a tinté. C'était Victor. Il portait cette fois une salopette de mécanicien, avec le logo « Restauration Mercier ». Il avait l'air fatigué, de la graisse sur la joue. « Encore ici ?» ai-je demandé, essayant de cacher l'invitation derrière mon dos. « J'ai besoin d'un livre sur le rembourrage, la couture du cuir », a dit Victor. Il m'a regardé, sentant la tension. « Tout va bien ?» J'ai regardé cet inconnu. Je ne savais pas pourquoi, mais la frustration a débordé. « Mon ex-mari », ai-je lâché. Il organise un gala pour la fondation que j'ai créée et il m'a invité juste pour m'humilier. Et le pire, c'est que je veux y aller. Je veux entrer là-bas et lui montrer que je suis toujours debout, mais je ne peux pas. Victor s'est appuyé contre le comptoir. L'air autour de lui semblait solide, fiable. « Pourquoi tu ne peux pas? » « Parce que dans ce monde-là, Victor, l'apparence est tout. J'ai besoin d'une robe de soirée, de diamants et d'une voiture qui ne sent pas le chien mouillé. Je n'ai aucune de ces choses. » Victor m'a regardé pensivement. Il a jeté un coup d'œil à la graisse sur ses mains, puis à mes yeux. « Je ne peux pas t'aider pour la robe, » a dit Victor lentement. « Mais les voitures, je connais. Restauration Mercier. Nous nous occupons de flottes haut de gamme, Rolls Vintage, Bentley. Parfois, nous les conduisons pour des événements pour nous assurer que les moteurs sont correctement gérés. » J'ai cligné des yeux. « Tu les conduis? »« Je peux, » a dit Victor. Il a haussé les épaules. « J'ai une Rolls-Royce Phantom de 1935 qui est finie cette semaine. Porte suicide noir de jet. Elle est digne de la royauté. Elle a besoin d'un essai routier. » Il s'est penché. « Trouve la robe, Marie. Je m'assurerai que tu arrives de manière à ce que toutes les têtes se tournent. Je serai ton chauffeur. » Je l'ai fixé. C'était fou. C'était un client, un mécanicien, mais il y avait une étincelle dans ses yeux. Un défi. « Pourquoi ferais-tu ça? » ai-je murmuré. Victor a souri, un sourire de travers, dangereux. « Parce que j'ai eu affaire à des hommes comme ton ex-mari toute ma vie, et j'adore les voir perdre. » Le soir du gala, je me suis tenu devant mon placard. Une vision pathétique comparée à la pièce dressing que j'avais laissée sur l'avenue Montaigne. Pas de rangée de Prada saisonnière, pas de section coordonnée de cachemire, juste un portant de vêtements de travail pratique et quelques bacs en plastique poussés dans un coin. Julien avait été méticuleux pendant la division des biens. Il avait gardé les bijoux, des héritages familiaux, prétendait-il, bien qu'il les eût achetés pour moi. Il avait gardé les fourrures. Il s'était même disputé pour les robes de créateurs, affirmant qu'elles avaient été achetées avec les fonds de l'entreprise pour des événements de relations publiques. J'étais parti avec 2 valises de choses basiques. « Il veut que j'échoue », ai-je murmuré à la pièce vide. « Il veut que j'arrive dans une robe de cocktail de grand magasin pour pouvoir me présenter à ses investisseurs comme son malheureux passé. » Je me suis agenouillé et j'ai sorti un bac en plastique poussiéreux du fond du placard. Il était étiqueté « Université Paris 1998 ». Je n'avais pas ouvert cette boîte depuis 20 ans. Julien avait détesté que je parle de mon temps passé à étudier l'histoire de l'art à Paris. Il trouvait cela bohème et peu raffiné. Il préférait l'histoire selon laquelle j'avais simplement existé, l'attendant pour me sauver. J'ai soulevé le couvercle.
L'odeur de sachets de lavande, vieux et secs, s'en est échappée. Sous une pile de cornettes de croquis et de vieux tickets de métro enveloppés dans du papier de soie sans acide, se trouvait un vêtement auquel je n'avais pas pensé depuis des décennies. Ce n'était pas une étiquette de créateur que Sophie aurait reconnue. C'était une pièce vintage que j'avais trouvée dans une boutique poussiéreuse à Montmartre quand j'avais 22 ans, achetée avec l'argent que j'avais économisé en faisant des petits boulots. Je l'ai sortie. C'était une robe en soie coupée en biais des années 1930 dans un rouge si profond qu'il semblait du sang artériel dans la pénombre. Elle était dos nu, tenue par d'improbables fines bretelles spaghetti, plongeant dangereusement bas à l'avant. C'était de l'élégance liquide. Julien m'avait interdit de la porter. « C'est trop agressif, Marie », m'avait-il dit une fois quand je l'avais essayé pour un dîner. « Ça te donne l'air affamé. Une femme du bois est discrète. Une femme du bois est pastel. » J'ai enlevé mon jean et mon pull. Je me suis glissé dans la soie. Elle était froide contre ma peau, lourde et fluide. J'ai remonté les bretelles. La fermeture éclair a sifflé quand je l'ai tirée. Elle me convenait toujours. Si quelque chose, le stress de la dernière année m'avait rendu plus mince, et la robe tombait sur mes clavicules et mes hanches comme si elle avait été coulée sur moi. J'ai marché vers le miroir de plein pied bon marché, appuyé contre le mur. Je ne ressemblais pas à une femme. Je ne ressemblais pas à une victime. Je ressemblais à une sirène sortant de l'océan pour entraîner un marin à sa mort. Je n'avais pas de diamants. Julien les avait tous. Alors j'ai fait un choix. Aucun bijou, pas une seule puce d'oreille. J'ai relevé mes cheveux en un chignon haut et sévère, posant la longue ligne élégante de mon cou et la coupe nette de ma mâchoire. J'ai maquillé mes lèvres d'un rouge cramoisi mat qui correspondait parfaitement à la soie. J'étais larme. La robe n'était que l'étui. Mon téléphone a vibré. Je suis en bas. Ne sors pas. Je monte pour t'escorter. Victor. Michel, moi c'est l'homme. J'ai attrapé ma petite pochette noire, le seul article de créateur que j'avais réussi à cacher, et j'ai ouvert la porte de mon appartement. Victor se tenait dans le couloir. La transformation était saisissante. Le mécanicien taché de graisse avait disparu. À sa place se tenait un homme en smoking qui lui allait avec une précision militaire. Il était bleu nuit, contrastant fortement avec ses yeux gris ardoise. Il était fraîchement rasé, sentant le santal et le linge propre. Il avait l'air dangereux, non pas d'une manière de voyou, mais comme un volcan dormant et dangereux. Il a levé les yeux quand je suis entré dans le couloir, et un instant, l'air a quitté le corridor. Victor n'a pas dit « Tu es belle ». Il n'a pas dit « Wow ». Il est devenu complètement immobile. Ses yeux ont parcouru l'ourlet de la soie cramoisie jusqu'à mes épaules exposées, se fixant finalement sur mes yeux. Il a dégluti. Un mouvement lent et délibéré de sa gorge. « Je me suis trompé », a dit Victor, sa voix plus rauque que d'habitude. « À propos de quoi ?» ai-je demandé, mon cœur battant contre mes côtes. « J'ai dit que je te conduirais pour qu'ils regardent. Mais en te voyant maintenant, je ne pense pas qu'ils vont survivre. » Il m'a offert son bras. « Allons-y, Madame Lacroix ?»« Mademoiselle » ai-je corrigé, prenant son bras. Il était solide comme un roc. « Mademoiselle Lacroix » a-t-il rectifié. « Allons commencer une guerre. » En bas, les lumières de la rue de Belleville se reflétaient sur le pavé humide. Et là, en double fil et occupant la place de deux petites citadines, se tenait la bête. C'était la Rolls-Royce Phantom, oui. Mais pas n'importe quelle Phantom. C'était la carrosserie de Coupé Hooper, un chef-d'œuvre des années 1930. Elle était noire de jet, massive et intimidante avec des courbes qui ressemblaient à de l'architecture art déco sur roue. Elle ne ressemblait pas à une voiture. Elle ressemblait à une locomotive sombre et enchanteresse. La calandre chromée scintillait comme les dents d'un prédateur. Victor a ouvert la portière arrière, articulée à l'arrière, s'ouvrant vers l'extérieur pour exposer tout l'habitacle. L'intérieur était en cuir crème et en noyer poli. « Cette voiture, » a dit Victor doucement, alors que je me glissais à l'arrière,
a été construite pour un prince russe qui a perdu son trône, mais a gardé sa dignité. J'ai trouvé que c'était approprié. Il a fermé la porte avec un bruit sourd et lourd qui a coupé complètement le bruit de la ville. Je me suis assise dans le silence, le cuir sentant l'histoire et l'argent. Tandis que Victor se glissait sur le siège conducteur et mettait le contact, le moteur n'a pas rugi. Il a ronronné. Une vibration basse et subsonique que j'ai sentie dans ma colonne vertébrale. « Au Grand Palais », a dit Victor, croisant mon regard dans le rétroviseur. « Prends ton temps, Marie. Respire. Quand nous arriverons, tu ne seras plus l'ex-femme. Tu seras la seule chose qu'ils verront. » Mon commentaire personnel, environ 250 mots. C'est ça le truc, non? On se retrouve parfois dans des situations tellement absurdes qu'on ne sait plus si on est dans un mauvais film ou dans la réalité. Le divorce et les humiliations, je me disais que c'était le pire, que ma vie était finie. Et puis, il y a eu cette invitation, cette provocation pure et simple. Et là, je monte dans cette rose avec ce Victor, un homme que je connais à peine, un mécanicien, me promettant de commencer une guerre. Franchement, la Marie d'il y a un an l'aurait pris pour un fou. Elle aurait ri nerveusement ou se serait cachée sous sa couette. Mais ce n'était plus la même Marie. Je me sentais bizarrement vivante, un mélange d'adrénaline pure et d'une sorte de calme étrange, comme si toutes les émotions étaient si fortes qu'elles s'annulaient mutuellement pour créer un vide. C'était un peu comme quand j'étais gamine et que je montais sur le plus haut plongeoir de la piscine. Peur au ventre, mais cette excitation folle, cette certitude qu'une fois lancée, il n'y aurait plus de retour en arrière. C'était un acte de défiance, pas seulement envers Julien, mais envers toutes ces années où je m'étais plié, où j'avais laissé les autres écrire mon histoire. Je savais que c'était imprudent, totalement déraisonnable, et pourtant, au fond de moi, ça sonnait juste. Comme la première fois depuis longtemps que je faisais quelque chose pour moi. C'était ça, la vraie transformation. Cette prise de conscience. Ce n'était pas un changement de robe, c'était un changement d'âme. L'approche du Grand Palais était un embouteillage de richesse. Une longue file de limousines et de voitures de luxe noires serpentait autour du pâté de maisons, attendant de déposer l'élite de Paris sur le tapis rouge tendu sur les marches emblématiques. Les flashs crépitaient sans cesse, un effet de stroboscope qui éclairait la pluie fine. À l'intérieur, dans la chaleur de la Rolls-Royce, le monde semblait lent. Je regardais à travers la vitre teintée des gens que je connaissais depuis 15 ans sortir de leur voiture. Il y avait le directeur de la Banque de France. Il y avait la rédactrice en chef de Vogue. Ils avaient tous le même air, poli, sûr, uniforme. « Nous sommes à 3 voitures », a dit Victor via l'interphone. Sa voix était calme, me servant d'ancrage. « J'ai peur », ai-je admis à l'habitacle vide. « Regarde-les », a commandé Victor doucement. « Regarde Julien, tu le vois ?» J'ai plissé les yeux. Près du haut des marches, sous la vaste marquise, se tenait Julien. Il tenait salon. Il portait une veste de smoking en velours, un peu trop tendance pour son âge, et Sophie était accrochée à son bras. Sophie portait des plumes blanches et des diamants, ressemblant à une débutante à son premier bal. Julien regardait sa montre, son visage impatient. Il attendait mon échec. Il attendait que je ne vienne pas, ou que j'arrive en taxi jaune. « Je le vois », ai-je dit, ma voix se durcissant. « Il a l'air petit d'ici, n'est-ce pas ?» a remarqué Victor. La voiture devant nous, une Lamborghini dorée criarde, s'est enfin éloignée. « L'heure du spectacle », a murmuré Victor. Il n'a pas accéléré. Il a laissé la Rolls-Royce avancer lentement, les massives ailes noires fendant l'air. La taille même de la voiture, sa silhouette vintage était si étrangère dans la mer de SUV moderne que la foule s'est tue avant même que la voiture ne s'arrête. Le moteur s'est coupé. Silence. Les paparazzis ont baissé leurs appareils photo une fraction de seconde, confus. Ce n'était pas une location de célébrité. C'était de l'argent de collectionneur. C'était de la vieille fortune qui ne criait pas.
Elle murmurait. Changement de perspective, Sophie Duval. J'avais chaud, les plumes de ma robe me démangeaient au cou et j'en avais marre. Julien, toujours à papoter, à s'assurer que tout le monde le voyait avec sa nouvelle femme. Il avait répété 1000 fois que Marie ne viendrait pas. Elle est trop brisée, ma chérie. Elle n'osera jamais. Moi, je voulais juste entrer, prendre une coupe de champagne et oublier les 3 dernières heures passées à sourire comme une idiote. Et puis j'ai vu la voiture. Une énorme chose noire, antique, glisser doucement sur le tapis rouge. C'était quoi ce truc? Pas une limo habituelle. Les flashs se sont arrêtés. Tout le monde s'est tu. Même Julien, à côté de moi, avait figé, les yeux écarquillés. C'était le silence avant la tempête. Un silence qui me nouait le ventre. Qui pouvait arriver dans une telle monstruosité? J'ai senti une pointe de jalousie. Ce n'était pas n'importe qui. Ce devait être une personnalité que même Julien ne connaissait pas. Un vieux riche excentrique ou peut-être une icône de mode. La porte s'est ouverte, un type en smoking est sorti, stylé, sans être ostentatoire. Mais ce n'était pas lui qu'on attendait. Quand la porte suicide arrière s'est ouverte, j'ai vu. Juste une jambe d'abord, un talon aiguille noir, et puis la robe. Ce rouge. C'était Marie. Marie Lacroix. Mon sourire s'est figé. Les plumes sur ma robe ont soudain semblé si ridicules. Un costume. Elle n'avait pas l'air brisé. Elle avait l'air dangereuse. J'ai vu Julien se raidir à côté de moi, son verre de champagne vacillant dans sa main. Mon cœur a fait un bond. Cette femme, ce n'était pas celle qu'il avait jetée. Pas du tout. Retour à Marie. Victor n'a pas ouvert la porte immédiatement. Il a attendu. 5 secondes, 10 secondes. La tension à l'extérieur a grandi. Julien avait arrêté de parler. Il regardait fixement les marches, fronçant les sourcils, essayant de comprendre qui était arrivé dans un véhicule valant plus que tout son portefeuille. Sophie se tordait le cou. Puis la porte du conducteur s'est ouverte. Victor est sorti. Il a boutonné sa veste de smoking d'un mouvement fluide. Il a contourné l'arrière de la voiture massive, sa posture impeccable, son visage, un masque d'indifférence professionnelle. Il a ignoré la presse. Il a ignoré le voiturier qui tentait de l'approcher. Il a atteint la porte passager arrière, la porte suicide. Il a posé sa main sur la poignée. Il a marqué une pause, levant les yeux vers Julien, en haut des marches. Victor a croisé le regard de mon ex-mari, maintenant le contact pendant un battement de cœur, un défi jeté sur 15 mètres de tapis rouge. Regardez attentivement. Victor a tiré la poignée. La lourde porte a pivoté vers l'arrière, révélant l'intérieur caverneux et illuminé. D'abord, la jambe a émergé. La peau pâle, la courbe nette du pied, le simple talon stiletto noir frappant le tapis rouge avec un cliquetis délibéré. Puis je suis apparu. En sortant de l'obscurité de la voiture vers les lumières clignotantes, la robe de soie cramoisie a capté l'éclat des flashs des paparazzi. Elle a ondulé comme un feu liquide. La coupe d'eau nue exposait ma colonne vertébrale, droite et fière. Je suis resté là un instant, m'adaptant à la lumière. Le vent a attrapé une mèche de mes cheveux. Le silence était absolu. Le sourire de Sophie a vacillé. Les plumes sur sa robe semblaient soudain ridicules, comme un costume bon marché. Le verre de champagne de Julien s'est dangereusement incliné dans sa main. Je n'ai pas regardé les caméras. Je me suis tourné vers Victor. Victor est légèrement incliné la tête. Pas un salut de serviteur, mais une reconnaissance de partenaire. Le moteur restera en marche, mademoiselle Lacroix. Merci, Victor, ai-je dit, ma voix portante dans le calme. Je me suis tourné vers les escaliers. Un murmure a éclaté parmi la presse. Qui est-ce? Est-ce la femme Dubois? Mon Dieu, regardez la robe. Est-ce du vintage? D'où vient cette voiture? Les flashs ont éclaté. Un mur aveuglant de lumière blanche,
10 fois plus intense que ce que Julien avait reçu. Il ne photographiait pas une femme rejetée. Il photographiait un mystère. Une femme qui avait été jetée au loup et qui revenait en menant la meute. J'ai commencé à monter les marches. J'ai marché lentement. Je ne me suis pas précipité vers Julien. Je l'ai forcé à attendre. Je l'ai forcé à me regarder monter marche après marche pendant que toute la ville de Paris regardait avec lui. Quand j'ai finalement atteint le palier supérieur, je me suis arrêté à 60 centimètres de lui. Julien avait l'air d'avoir été frappé en pleine poitrine. Ses yeux ont balayé ma silhouette. La robe, l'absence de bijoux, la peau éclatante, la confiance terrifiante. Il cherchait les fissures. Il cherchait la pauvreté qu'il m'avait infligée. Il n'a trouvé que de l'or. Marie, a-t-il étouffé. C'était moins une salutation qu'une question sur la réalité. J'ai offert un sourire froid et mince. J'ai jeté un coup d'œil à Sophie, puis de nouveau à Julien. Julien, ai-je hoché la tête. Belle organisation. Les arrangements floraux sont un peu chaotiques, mais je suppose que c'est la nouvelle esthétique. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai contourné Julien, me dirigeant vers les grandes portes du musée. Julien m'a attrapé le bras, une violation du contrat social tacite. À qui appartient cette voiture, Marie? Avec qui couches-tu? A-t-il sifflé, son visage rouge de colère. J'ai regardé sa main sur mon bras jusqu'à ce qu'il la retire, embarrassé. C'est la différence entre nous, Julien, ai-je dit, ma voix assez basse pour que seuls Louis et Sophie puissent l'entendre. Tu penses que le pouvoir vient de ceux que tu possèdes ou avec qui tu couches. Je me suis penché, mon parfum, quelque chose d'épicé et d'inconnu, remplissant ses sens. Je n'ai couché avec personne pour arriver ici. J'ai juste enfin retrouvé qui j'étais avant de te rencontrer. Je me suis tourné et suis entré dans la grande salle, la traîne cramoisie de ma robe me suivant comme une traînée de sang, laissant Julien sous la pluie, l'air très coûteux et très, très petit. À l'intérieur, le gala avait déjà commencé, mais dès que je suis entré, la pièce a changé. Les conversations sont mortes, les têtes se sont tournées. Pierre Moreau, l'avocat requin, a laissé tomber son verre. J'ai pris une coupe de champagne sur un plateau qui passait. Je me suis tenu seul au centre de la pièce, sous le temple de Dendor. Je n'avais pas de mari, je n'avais pas de fortune. Mais tandis que les murmures commençaient à circuler, j'ai pris une gorgée et j'ai goûté à quelque chose que je n'avais pas goûté depuis 15 ans. La victoire. Je ne le savais pas encore, mais dehors, dans la Rolls-Royce au ralenti, Victor était au téléphone. « Oui », a dit Victor dans son portable, regardant les portes du musée. Elle est à l'intérieur. La cible est Julien Dubois. Exécutez la phase 2 de l'acquisition. Je veux que son action chute avant le dessert. Il a raccroché, ses yeux gris se rétrécissant. Il n'était pas seulement un mécanicien et il n'était pas seulement un chauffeur. Julien Dubois s'était fait beaucoup d'ennemis en grimpant au sommet, mais il n'avait jamais fait de la famille Lacroix une ennemie. Et il n'avait certainement jamais rencontré Victor Lacroix, mon cousin éloigné, le capital risqueur qui avait été exilé à Londres il y a 20 ans et qui venait de revenir pour régler les comptes de la famille. Je ne le savais pas encore. Mais je n'entrais pas seulement dans une fête. J'entrais dans une opéra. Le temple de Dendur, à l'intérieur du Grand Palais, était baigné d'une douce lumière ambrée, projetant de longues ombres anciennes sur les murs de grès. L'air était épais d'un mélange de parfums coûteux, de champagne éventé et de lourds jugements. Je me suis déplacé à travers la foule comme un fantôme hantant sa propre vie. Je reconnaissais tous les visages. Il y avait Éléonore Leblanc, qui avait assisté à ma fête de naissance pour l'enfant que j'avais perdu. Il y avait Luc Bertrand, le banquier qui s'occupait des comptes Dubois. Tandis que je passais, les conversations ne se sont pas contentées de s'arrêter, elles se sont fragmentées. Les regards se sont posés sur ma robe rouge dos nu, puis sur mon visage, cherchant les signes de la dépression nerveuse que Julien leur avait promise. Marie. La voix d'Éléonore Leblanc était aiguë et cassante. Elle s'est placée devant moi, me barrant le chemin près du buffet. Nous,
Nous ne nous attendions pas à te voir. Julien a dit que tu étais en convalescence. J'ai marqué une pause, ma prise sur ma pochette se resserrant juste assez pour blanchir mes phalanges. La convalescence implique la maladie, Éléonore. Je suis simplement en transition. Ah, bien sûr, a bégayé Éléonore, ses yeux balayant mon absence de bijoux. C'est juste de te voir ici. C'est courageux, très courageux. Surtout avec Sophie qui dirige l'enchère ce soir. Le courage n'a rien à voir là-dedans, ai-je répondu avec douceur, ma voix basse et mélodieuse. J'ai bâti cette fondation. Je n'ai pas besoin de permission pour visiter ma propre création. J'ai contourné Éléonore, laissant la femme déconcertée. Mais le soulagement a été de courte durée. À travers la pièce, Julien m'avait de nouveau repéré. Il avait bu 2 whisky de plus depuis le tapis rouge. L'humiliation de mon arrivée le rongeait, démantelant son image soigneusement élaborée d'ex-mari bienveillant et souffrant. Il a murmuré quelque chose au chef de la sécurité, un homme costaud nommé Michel, et a pointé directement vers moi. Michel a commencé à se frayer un chemin à travers la foule vers moi. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Il va me faire escorter dehors. Il va me traîner dehors devant tout le monde. J'ai cherché une sortie des yeux, le souffle coupé. J'étais seul. L'adrénaline de l'entrée s'est estompée, remplacée par la froide réalité que j'étais une employée de librairie qui s'écrasait à la fête d'un milliardaire. « Mademoiselle Lacroix », a dit Michel, entrant dans mon espace personnel. Il était poli mais ferme. « Monsieur Dubois a demandé que vous vous déplaciez. On craint que votre présence ne cause un trouble. J'ai une invitation. » Ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. « C'est un événement privé, mademoiselle. L'hôte se réserve le droit de refuser l'entrée. S'il vous plaît, ne faites pas de scandale. » Julien regardait depuis le bar, un sourire suffisant et satisfait plaqué sur son visage. Il a levé son verre vers moi. Échec et mat. J'ai senti les larmes me piquèrent au coin des yeux. C'était ça, l'humiliation finale. Retirez votre main d'elle. La voix n'est pas venue de la foule. Elle est venue de l'entrée principale de la salle. C'était une voix qui portait le poids d'un marteau frappant un bureau. Michel s'est tourné. Julien a figé. Victor est entré dans la pièce. Il ne portait pas de casquette de chauffeur. Il marchait avec l'arrogance décontractée d'un homme qui possédait le parquet sous ses pieds. Il a traversé la foule qui s'écartait, ignorant les halètements. « Qui êtes-vous » a demandé Michel, s'interposant entre moi et Victor. « Le personnel n'est pas autorisé dans la salle principale. » Julien s'est précipité, le visage violacé. « C'est son chauffeur. Grand Dieu, Marie, n'avez-vous aucune honte? Faire entrer le personnel. » Il s'est tourné vers Michel. « Jetez-les tous les deux dehors maintenant. » Victor n'a pas regardé Michel. Il a regardé Julien. Il s'est rapproché, dominant mon ex-mari de 10 centimètres. L'air autour d'eux a semblé chuter de 10 degrés. « Je ne suis pas le personnel, Julien, » a dit Victor calmement. Il a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste de smoking et en a sorti une élégante enveloppe noire. Il l'a brandie. « Je suis le donateur. » Julien a cligné des yeux. « Quoi? La table de platine? » a dit Victor, sa voix ennuyée. « Table 1, la donation anonyme de 500 000 € qui a financé le dîner de ce soir. C'était moi. La pièce est devenue totalement silencieuse. Une donation d'un demi-million qui vous achetait le statut de Dieu dans cette salle. « Vous êtes un mécanicien » a balbutié Julien, son cerveau n'arrivant pas à traiter l'information. « J'ai vu vos mains. Vous conduisiez la voiture. » « J'aime les voitures » a haussé les épaules Victor. « Et j'aime conduire. Ça me vide la tête avant de faire des acquisitions. » Victor s'est tourné vers moi, ses yeux s'adoucissant instantanément. Il m'a offert son bras, ignorant le garde de sécurité abasourdi et l'ex-mari paralysé. « Je crois que notre table est prête, mademoiselle Lacroix. » Juste devant. Je l'ai regardé, mon esprit en ébullition. « Qui es-tu? » Ai-je crié intérieurement, mais extérieurement, j'ai simplement pris son bras. C'était une ancre dans la tempête. « Oui, ai-je murmuré. » Ai-je murmuré. « Asseyons-nous. »
Alors que nous passions devant Julien, Victor a marqué une pause. Il s'est penché, sa voix une lame de rasoir enveloppée de velours. « Au fait, Julien, vous devriez vérifier votre téléphone. Je crois que vous êtes en tendance. » Le dîner a été un flou de serveurs terrifiés et de chuchotements agressifs. Victor et moi étions assis à la table numéro 1, au centre de la scène. C'était la table habituellement réservée à Julien et à son conseil d'administration, mais le panneau indiquait simplement « Le fond Lacroix ». Julien et Sophie avaient été relégués à la table 2, sur le côté. Sophie était furieuse, poignardant agressivement sa salade. Julien transpirait abondamment, vérifiant son téléphone sous la table toutes les 30 secondes. « Mange, a dit Victor doucement, poussant un plat de bord vers moi. Tu auras besoin d'énergie. » Victor, ai-je sifflé, me penchant. Qu'est-ce qui se passe, PD? Tu répares des moteurs. Tu as acheté un livre à 40 € sur les manuels de réparation. Comment as-tu donné un demi-million d'euros? Victor a pris son verre de vin. Il a regardé le liquide rouge foncé, le faisant tourbillonner. « Je t'ai dit que j'étais parti longtemps, a-t-il dit doucement. Je n'ai pas dit que j'étais resté inactif. Mon père, ton oncle, ne m'a laissé que des dettes. Je suis allé à Londres et j'ai bâti quelque chose à partir des cendres, une société de capital risque, Chimère mondiale. J'ai halté. Tout le monde connaissait Chimère. C'était une firme prédatrice connue pour les OPA hostiles, de marques de luxe et en difficulté. Ils étaient impitoyables. C'étaient les Vikings du monde de l'entreprise. Tu es Chimère. Je suis l'actionnaire majoritaire, a corrigé Victor. Et pendant les 6 derniers mois, pendant que tu apprenais l'inventaire de cette librairie, j'analysais l'inventaire de Dubois Participation. J'ai levé les yeux vers lui, mes pensées tourbillonnant. La révélation était un choc. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que tu devais d'abord trouver ta propre force, a dit Victor, plongeant son regard dans le mien. Si je t'avais sauvé dès le premier jour, tu serais toujours sa victime. Ce soir, tu lui as tenu tête. Tu n'es plus une victime, Marie. Tu es une partenaire. Une cuillère à teinter contre un verre. Julien était au podium. Il avait l'air pâle. Sa cravate était légèrement de travers. Il serrait le support du microphone comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. « Mesdames et messieurs, a résonné la voix de Julien, bien qu'elle ait légèrement vacillé. Merci d'être venus. Ce soir est une question d'héritage. C'est une question de bâtir un avenir. » Il a essayé de sourire, mais ses yeux scrutaient la pièce. Dubois Participations a toujours été un pilier de stabilité. Nous valorisons la famille. Un son de ding distinct a résonné dans la pièce. C'était un son de notification, puis un autre, puis une vibration sur la table à côté de nous. Soudain, une vague de bruit a traversé la salle. Ce n'était pas des applaudissements. C'était le son de 300 investisseurs fortunés vérifiant leurs applications boursières simultanément. Julien a hésité. Comme je le disais, « Oh mon Dieu !» a chuchoté fort une femme à la table 4. « Ça s'effondre. Vendez tout maintenant !» et criait un homme à la table 6 dans son téléphone. Abandonnant tout décorum, Julien a cessé de parler. « Excusez-moi ?» J'ai regardé, confuse. J'ai regardé Victor. Victor beurrait calmement une tartine de pain. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je chuchoté. « La nouvelle vient de tomber, » a dit Victor nonchalamment. « Un rapport vient d'être publié concernant Dubois Participation. Il détaille les rapports de durabilité falsifiés dans la chaîne d'approvisionnement, la dette cachée dans les comptes offshore et la prochaine action en recours collectif des actionnaires. » « Qui a publié le rapport ?» ai-je demandé, horrifié. Victor a mordu dans son pain. Moi. Sur scène, le téléphone de Julien a sonné bruyamment. Il l'a sorti, a vu l'écran, et son visage est devenu gris. C'était le conseil d'administration. Je dois, a balbutié Julien au microphone. Il semble y avoir une difficulté technique. Ce n'est pas technique, Julien. Un homme s'est levé près du fond. C'était Pierre Moreau, son propre avocat. L'action a chuté de 40 points en 10 minutes. Nous nous vidons de notre sang.
Le chaos a éclaté. Les serveurs ont été bousculés alors que les banquiers se précipitaient vers les sorties pour passer des appels d'urgence. Le gala se dissolvait dans une panique boursière. Victor a essuyé sa bouche avec une serviette en lin. Il s'est levé. Il a boutonné sa veste. Il n'a pas utilisé de microphone. Il n'en avait pas besoin. Il a projeté sa voix avec l'autorité d'un exécuteur. « Julien !» a crié Victor. La pièce a figé. Julien a regardé depuis la scène, les yeux fous de panique. « Vous cherchez une bouée de sauvetage !» a crié Victor, marchant lentement vers la scène. « Mais aucune banque de cette ville ne vous touchera maintenant. Vos actifs sont gelés. Votre liquidité est partie. Vous êtes effectivement insolvable. » Victor s'est arrêté au pied des marches. « Cependant, » a continué Victor, sortant un document plié de sa poche, « il y a une offre sur la table. Un rachat. » Julien l'a fixé. « Qui êtes-vous? » Victor a monté la première marche. « Je représente le Fonds de la Croix. Nous sommes prêts à acheter la participation majoritaire de Dubois Participation au prix du marché actuel. » Il a marqué une pause, vérifiant sa montre, ce qui est environ 3 € par action. Je me suis levé. La prise de conscience m'a frappé comme un éclair. Le Fonds Lacroix. Victor ne détruisait pas seulement Julien, il rachetait l'entreprise. Et il la mettait à mon nom. « Vous ne pouvez pas faire ça !» a crié Julien, la sueur coulant sur son visage. « C'est mon entreprise. C'est moi qui l'ai bâtie. »« Non !» a dit Victor froidement, montant la dernière marche pour se tenir à côté de l'homme terrifié. « Vous avez épousé le capital qui l'a bâti, puis vous avez rejeté la femme qui vous l'a donné. » Victor s'est tourné vers la foule. Il a fait un geste vers moi qui me tenait seul au centre de la pièce, une balise de rouge dans une mer de costumes noirs. « J'acquiers cette entreprise, » a annoncé Victor à la salle, « mais je ne la dirigerai pas. Je ne suis que le capital. Le poste de PDG sera rendu à la personne qui comprend réellement l'âme de cette fondation. » Il a regardé Julien. « Signez les papiers, Julien, ou aller en prison pour fraude. Ce sont vos options. » Julien a regardé Sophie. Sophie était déjà partie. Elle s'était glissée par la porte latérale au moment où l'action avait chuté. Vaincu, bresse et absolument seul, Julien a pris le stylo que Victor lui a tendu. J'ai regardé mon ex-mari signer son empire sur le podium de sa propre vanité. J'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis tourné. C'était Madame Martin de la librairie qui avait réussi à se glisser, portant sa robe du dimanche. « Je te l'avais dit !» a chuchoté Madame Martin, les yeux pétillants. « Tu n'as jamais été qu'une simple vendeuse, ma chérie. » Victor a descendu les marches, le contrat signé à la main. Il est allé droit vers moi. La pièce observait, haletante, terrifiée ou frappée. Il m'a tendu le contrat. « La voiture attend Mademoiselle Lacroix, » a dit Victor, un fantôme de sourire touchant ses lèvres. « Et demain matin, vous avez une réunion du conseil d'administration. Je suggère que nous vous ramenions chez vous pour que vous puissiez vous reposer. » J'ai pris le papier. Il était lourd. Il pesait autant que 15 ans de douleur, et tout d'un coup, le poids a disparu. Le soleil matinal sur Manhattan était vif et impitoyable. Il n'offrait pas le doux voile de la gala de la nuit précédente. Il exposait tout. À 8h45, Julien Dubois se tenait dans le hall de l'immeuble qui portait encore son nom en lettres chromées au-dessus des portes tournantes. Il portait le même smoking que la veille, maintenant froissé et sentant le scotch éventé. Il n'était pas rentré à l'appartement, sa carte biométrique n'avait pas fonctionné. Il n'était pas allé à l'hôtel car ses cartes de crédit avaient été refusées. Il marchait vers le bloc d'ascenseur, la tête baissée, espérant se glisser jusqu'à son bureau et récupérer les actifs liquides qu'il avait cachés dans le coffre-fort. « Monsieur, restez où vous êtes. » Julien a figé. C'était Michel, le chef de la sécurité, le même homme que Julien avait ordonné de me jeter dehors 12 heures auparavant. « Michel, » a dit Julien, essayant de retrouver son ancienne autorité. « Je dois monter au 55e étage. Ma carte est défectueuse. » Michel se tenait les bras croisés, flanqué de 2 autres gardes. Il n'avait pas l'air intimidé. Il avait l'air fatigué. «
Votre passe n'est pas défectueux, Monsieur Dubois. Il a été désactivé par la directive du nouvel actionnaire majoritaire. Je suis le fondateur de cette entreprise, a crié Julien, sa voix craquant. Le hall rempli d'employés se pressant au travail est devenu silencieux. Les gens regardaient, ils chuchotaient, ils levaient leur téléphone pour enregistrer le grand Julien Dubois, criant en smoking sous la lumière du matin. « Vous étiez le fondateur », a dit une voix derrière lui. « Maintenant, vous êtes une responsabilité. » Julien s'est retourné. Les portes tournantes ont ralenti jusqu'à s'arrêter. « N'entrez pas, Victor. » C'était moi. Je portais un tailleur blanc net de la couleur d'une page fraîche. Mes cheveux étaient lâchés, souples et ondulés. Je ne ressemblais pas à la femme qui avait signé des papiers de divorce en larmes dans ce même bâtiment. Je ressemblais à la propriétaire de l'immeuble, parce que c'était le cas. Victor marchait un pas derrière moi, portant de nouveau sa salopette de mécanicien avec un casque. Il n'avait aucun intérêt pour les salles de conseil. Il avait fait son travail. Je me suis arrêté devant Julien. Je n'avais pas l'air en colère. Je n'avais pas l'air vindicative. Je l'ai regardé avec la douce curiosité que l'on pourrait avoir pour un étranger. « Marie ?» a haleté Julien, s'avançant vers moi. « Marie, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. Ils m'ont bloqué les comptes. Sophie a pris les bijoux et est partie ce matin. Je n'ai plus rien. Je n'ai nulle part où aller. » Il a tendu la main vers la mienne. Nous étions mariés pendant 15 ans. Ça ne signifiait rien? J'ai regardé sa main, la main qui m'avait congédié, la main qui avait signé ma sécurité sans une seconde hésitation. Cela signifie que je sais exactement qui tu es, Julien. Ai-je dit doucement. Tu es un homme qui n'aime que les reflets de lui-même, et en ce moment, tu n'as plus de miroir. J'ai fait signe à Michel. Monsieur Michel, veuillez raccompagner Monsieur Dubois hors des lieux. Il perturbe les affaires. Marie, a crié Julien alors que Michel attrapait son bras. Tu ne peux pas faire ça. Tu es une vendeuse. Tu n'es rien sans moi. Je n'ai pas tressailli. Je me suis penché pour que lui seul puisse entendre le dernier clou dans ce cercueil. Tu as raison, Julien. J'étais une vendeuse et nous embauchons à la salle du courrier. Si tu remplis une candidature, je dirai un mot pour toi, mais tu devras commencer par le bas, comme moi. Je me suis redressé et je suis passé devant lui vers les ascenseurs. Le personnel s'est séparé comme la mer Rouge. Ils ne regardaient plus Julien. Ils regardaient leur nouvelle PDG. Victor est resté un instant dans le hall, regardant Julien être traîné hors des portes sur le trottoir impitoyable de l'avenue Montaigne. Il s'est approché du bureau de la réception où une jeune réceptionniste terrifiée observait. Victor a posé une seule carte de visite sur le bureau. « S'il revient, a dit Victor, ses yeux gris froids, appelez-moi. J'amènerai la voiture. » Il s'est retourné et sorti vers sa Rolls-Royce, qui attendait au trottoir. Il ne restait pas pour la réunion du conseil. Son travail était fait. Il avait restauré le moteur. Maintenant, c'était à moi de conduire. Au 55e étage, je suis entré dans le bureau qui était autrefois celui de Julien. Il sentait son parfum cher. Je me suis dirigé vers la fenêtre et l'ai ouverte en grand. Le vent s'est engouffré, chaotique et frais, soufflant les papiers du bureau. J'ai pris une grande inspiration. J'ai décroché le téléphone sur le bureau en acajou. « Ici, Marie Lacroix », ai-je dit à mon assistant. « Contactez l'entretien. Je veux que ce bureau soit vidé avant midi et envoyez un chèque à la librairie La Page Dorée à Saint-Germain-des-Prés. Dites à Madame Martin que sa partenaire est prête à acheter l'immeuble. » J'ai raccroché et j'ai regardé la ville. Julien avait pensé que le divorce était ma fin. Il n'avait pas réalisé que dans une histoire écrite par une femme forte, un divorce n'est pas une tragédie, c'est un rebondissement. Et le chauffeur, il n'a pas juste ouvert la porte. Il m'a aidé à clore le livre sur le passé pour toujours. Et aujourd'hui, qui sait? Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur en laissant la colère guider mes pas. Ce qui est sûr, c'est que la victoire a un goût amer et doux à la fois.
Nul n'est tout blanc ou tout noir. La vie, c'est des nuances de gris, comme les yeux de Victor. Mais c'est ma vie maintenant, avec ses complications et ses incertitudes. Nul ne pourra plus jamais me la reprendre. N'est-ce pas le plus important?